Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI et de Radio Classique. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. C'est le titre de votre ouvrage, publié chez Albin Michel, un livre qui connaît un très grand succès en librairie. L'une des premières phrases de l'ouvrage est la suivante. Je suis entré en politique par effraction et j'en suis sorti avec le dégoût. C'est à ce point, Philippe de Villiers, le dégoût. Vous avez mis du temps quand même à être dégoûté. Oui, enfin j'étais dégoûté assez vite. Ouais. Quand j'ai découvert que le milieu politique était largement corrompu avec l'affaire Urbain, puis avec Maastricht, quand j'ai compris la fracture durable entre le souverainisme et le mondialisme, et surtout quand j'ai compris que les hommes politiques faisaient croire aux gens qu'ils avaient le pouvoir. Ils leur disaient, nous vous promettons demain de faire ceci, de faire cela, alors qu'ils n'avaient plus le pouvoir et qu'ils passaient le plus clair de leur temps à redistribuer leur pouvoir entre Washington, Bruxelles, Genève et Francfort. Vous avez des mots très durs, hein. Vous parlez de chaos de la classe politique. Vous dites même que la classe politique française est achetée, alors soit par l'Arabie Saoudite, ça c'est plutôt pour la gauche, soit par le Qatar, c'est plutôt pour la droite. C'est quand même très fort. C'est très fort, mais c'est la réalité. Regardez ce qui se passe en ce moment en Syrie. La France soutient Al-Nosra. Notamment. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda, dont Fabius disait, il y a un an, ils font du bon boulot. Alors, je veux bien qu'on dise, on veut pas d'Assad, mais il faut bien comprendre que s'il n'y a plus l'armée syrienne au sol pour lutter contre l'État islamique, alors Damas va tomber, et c'est tout qui va tomber derrière. Et donc, la France, aujourd'hui, n'a pas une diplomatie claire. Pourquoi ? Parce que le Qatar achète nos banlieues, l'Arabie Saoudite paye notre dette et nous rachète le Mistral pour l'Égypte, etc. Et donc, ça n'est pas une diplomatie comme du temps de Georges Pompidou ou du général de Gaulle qui était fondée sur l'intérêt supérieur du pays, le seul intérêt supérieur du pays. Notre classe politique, aujourd'hui, elle est affaissée intellectuellement et moralement. Personne ne trouve grâce à vos yeux aujourd'hui, en 2015, en France ? Écoutez, c'est un manège avec des forces centrifuges et des forces centripètes. Donc, tout le monde tourne autour du manège. Avec des postures diplomatiques ou des postures tactiques, mais on ne sent pas l'intérêt supérieur du pays. Tous ceux qui ont dit la vérité sont partis, et tous ceux qui mentent sont encore là, au premier plan, à l'avant-scène. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Vous avez une vision très sombre de la France de 2015. Finalement, si je résume le livre, vous avez le sentiment que la France ne s'aime pas, ne s'aime plus. Il y a des gens comme Bernard-Henri Lévy, Alain Minc, Attali et beaucoup d'intellectuels. Mais ce ne sont pas vos copains, ça. Hein. Non, et qui ont passé leur temps à expliquer que la France était une tâche ignominieuse sur la carte métaphysique des points précieux de la planète. Mais je rectifie, mon livre est un livre d'espérance parce qu'en fait, c'est une mise en perspective. J'explique, à travers le prisme très personnel de mes souvenirs, de mes rencontres, de mes combats, comment les hommes politiques, comment les élites mondialisées ont abattu les murs porteurs. Et j'explique à la fin, à partir d'une phrase de Solzhenitsyn, les dissidents aujourd'hui sont encore à l'Est, ils vont passer à l'Ouest, comment on peut faire émerger une génération montante de dissidents, c'est-à-dire des franchisseurs de lignes rouges du périmètre sanitaire qui oseront prononcer les mots interdits et qui remonteront les murs porteurs. Alors, Haro sur la mondialisation, Haro contre l'Europe. Il y a beaucoup de passages également, Philippe de Villiers, dans votre livre. Sur l'islam, vous avez le sentiment que l'islam n'est pas soluble dans la République ? Ah, parfaitement, oui. Parfaitement non soluble. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois phénomènes devant lesquels les hommes politiques sont spectateurs. D'abord, il y a le projet de l'islam. L'État islamique ne fait que revenir au Coran, à Mahomet. Il y a le Dar al-Islam, la maison de l'islam, la maison de la paix, et le Dar el-Harb, où nous sommes, nous, la France. C'est un devoir pour les musulmans de le conquérir. Il y a 6 millions de Français musulmans, oui. Philippe de Villiers, en France. Je veux dire, ils sont français. Oui, mais je ne parle pas des musulmans, je parle de l'islam. Je fais une différence, comme vous,
c'est le sens de votre question, entre les musulmans et l'islam. Est-ce qu'on peut accepter l'islam sur notre territoire? C'est un vrai problème. Est-ce qu'on peut l'accepter en tant que tel? C'est un vrai problème. Parce qu'ils ont la force du nombre. Vous savez, Annie Laurent disait, l'enfantement, c'est le djihad des femmes. Ils ont l'arme démographique. Ils avaient annoncé, Daesh, l'État islamique, avait annoncé en février dernier l'invasion migratoire. Ils avaient annoncé, je cite, qu'ils allaient utiliser l'arme démographique. Et enfin et surtout, il y a chez nous l'esprit de dimitude. On devrait, par exemple, imposer des conditions extrêmement strictes, pas de financement étranger pour les mosquées, contrôle des prêches dans les mosquées. Vous savez qu'il y a 90 mosquées salafistes, personne ne contrôle les prêches. Et il est avéré que les 1300 djihadistes français qui sont actuellement en Syrie, pour s'entraîner pour faire des attentats chez nous, ils sont partis, non pas des caves où il y a soi-disant l'islam radical, mais des mosquées où il y a soi-disant l'islam modéré. De certaines mosquées, Philippe de Villiers. De certaines mosquées. Quand même. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on nous a dit, et beaucoup de Français l'ont cru, et beaucoup d'auditeurs de radio classique l'ont dû le croire, il y a l'islam modéré qui est dans les mosquées, l'islam radical qui est dans les caves. Il faut donc, pour que l'islam modéré l'emporte sur l'islam radical, sortir l'islam radical des caves et construire des mosquées. On a construit des mosquées, il y en a 2500. Et en fait, on s'aperçoit que c'est dans les mosquées que les jeunes entendent des prêches de feu. Tout simplement parce que dans l'islam, il y a le djihad, il y a l'oumma et la charia. Et c'est ça qui n'est pas soluble dans la République. Parce que là, l'oumma, c'est la supernationalité, c'est la communauté des croyants qui est supérieure à la nationalité juridique. Il y a la charia, c'est la loi islamique qui est supérieure à toute loi républicaine et positive. Et il y a évidemment le djihad. 51 fois il est prononcé dans le Coran, le djihad. Le djihad, c'est la guerre, la conquête. C'est une religion de conquête. Dans votre livre, vous parlez notamment des Français musulmans qui se sont engagés dans l'armée française. Et on sent de l'inquiétude chez vous. J'ai pas compris pourquoi vous étiez inquiet de voir des Français de confession musulmane s'engager dans l'armée française. Tout simplement parce que est-ce que ce sont des musulmans français ou des Français musulmans? J'ai parlé un jour de cette question avec Vladimir Poutine, que je connais bien. Et je me réjouis d'ailleurs de voir qu'un ancien président de la République Nicolas Sarkozy, pour pas le nommer, franchit la ligne rouge et décide d'aller le voir lui-même, parce que Poutine, c'est un vrai chef d'État. Mais vous craignez quoi? Vous craignez que des Français donc qui ont une religion musulmane ne combattent pas d'autres musulmans? Je crains ce qu'on voit partout, dans les banlieues. Dans les banlieues, quand j'ai dit en 2005, il y a des kalachnikovs dans toutes les cas, faut aller les chercher, il faut envoyer l'armée française chercher. On m'a dit mais que c'est cette histoire, etc. Je crains l'entrisme, je crains la cinquième colonne, puisque en fait, en réalité, les hommes politiques qui sont au pouvoir, vous savez, quand moi je les rencontre en privé, vous savez ce qu'ils me disent? C'est la guerre. C'est une guerre mondiale. On vient de commencer une guerre mondiale, ou plutôt, c'est l'État islamique qui nous fait une guerre mondiale. La laïcité, vous n'y croyez pas? Mais attendez, la laïcité, c'est pas... Vous en parlez pas beaucoup dans votre livre, relativement peu par rapport à la nation, par rapport à la France. Non, mais c'est vrai. C'est pas un mot qui revient très souvent chez Philippe de Villiers, la laïcité. Alors, je vous explique. La laïcité, j'ai aucun problème avec la laïcité. Vous savez qu'elle a été inventée par Jésus-Christ. La séparation du temporel et du spirituel. Donc, vous savez, on me le fait pas, moi. Bon. Donc, simplement, l'islam n'acceptera jamais la laïcité, parce que l'islam est à la fois une religion et une politique. C'est un fait. Tous ceux qui connaissent l'islam le savent. Et surtout, j'ajoute que la laïcité n'est pas une réponse suffisante. La France, la nation, c'est un lien amoureux. Et donc, si on ne donne pas aux jeunes musulmans qui voudraient devenir français, qui désirent devenir français, de quoi aimer la France, c'est à commencer par notre histoire. Si on continue à jeter des crachats sur notre histoire, comme le fait un type comme BHL, par exemple, alors il n'y a aucune chance qu'on puisse intégrer, assimiler ces jeunes musulmans. Et c'est pourquoi je dis la laïcité, c'est un code, si vous voulez, c'est comme un règlement de copropriété, mais ça va pas plus loin. Et aujourd'hui, on voit bien que les laïcards, ceux qui font du laïcisme, c'est-à-dire qui veulent écarter toute forme de religion de la cité, les laïcards font le vide, et ce sont les islamistes qui remplissent ce vide. Si on a, pour les jeunes français, quelle que soit leur origine, si on a à leur proposer rien d'autre que la laïcité,
si on leur propose pas nos drames, nos larmes, nos gloires et nos grandeurs, alors ils sont tentés de s'enfuir pour aller chercher d'autres larmes, d'autres drames et d'autres grandeurs. Pendant des années, vos adversaires politiques, vous disiez, Philippe de Villiers, c'est Le Pen light. Ça vous agaçait à l'époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça vous agace moins. Oh bah, parce que je suis parti, voilà. Et je pensais bien qu'en revenant avec ce livre, je suis parti. J'ai pas du tout l'intention de revenir. Je le dis tout de suite. Ma parole est libre, elle est pas suspecte. Il y a pas de calcul. Non, simplement, comme à l'époque, je dis la même chose. C'est-à-dire que quand on voit les images de hier soir à la télévision. Quand vous parlez dans votre livre des souverainistes, vous mettez Jean-Marie Le Pen à côté de Jean-Pierre Chevènement. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Oui. C'est-à-dire que quand on est plusieurs à voir le soleil le matin, c'est pas la peine de dire rien. Il y en a un qu'on mettra pas sur la photo, comme sous Staline, c'est pas la peine. En fait, ce qui se passe, c'est que on est devant une invasion migratoire. Voilà. Qui ose le dire? Ils sont 50 millions à attendre derrière. Vous savez qu'il y a 4 millions entre la Turquie, la Jordanie, le Liban, etc. Et quand Madame Merkel, évidemment suivie par Monsieur Hollande, puisque c'est un monôme étudiant, vous savez ce qui se passe. Il y a Hollande qui a les mains sur les épaules de Merkel et Merkel qui a les mains sur les épaules d'Obama. Voilà. Et parfois, quand Hollande a les mains sur les épaules du prince du Qatar, ou de l'Arabie Saoudite. Donc ils pensent pas par eux-mêmes, ces gens-là. Mais il faut bien voir qu'on est dans une situation dramatique. C'est-à-dire que l'appel d'air, on accueille, mais on peut plus accueillir. La France, elle est en train de mourir, elle est menacée de s'effondrer de l'intérieur, et d'être submergée de l'extérieur. Donc, en fait, on dit Le Pen, mais Marine Le Pen, c'est quoi? C'est une sorte de plombier polonais dont les gens sont en train de se servir pour purger les tuyaux du système. Vous pourriez voter pour elle en 2017 ou pas, Philippe de Villiers? Attendez, alors là, je suis pas sorti par la grande porte pour venir par la cuisine. Je réponds pas à cette question parce que je sais pas ce qui se passera en 2017. Ce que je dis simplement, c'est que au lieu de s'intéresser à Marine Le Pen, vous savez, il y a un proverbe qui dit quand le doigt regarde la lune, le seau regarde le doigt. Oui. Moi, je vous dis, regardez donc la lune. Pardon, c'est pas du tout à vous que ça s'adresse, mais la lune, c'est les problèmes, c'est l'invasion migratoire. Qu'est-ce que les gens se disent? Les gens qui nous écoutent, ils ont forcément au fond d'eux-mêmes un petit sentiment de dépossession d'eux-mêmes. On a peur. On se dit mais on n'est plus chez nous. Ils sont en train de nous brader, ils sont en train de nous vendre, ils sont en train de nous livrer à une mondialisation sauvage, sans aucune protection. Ils préfèrent une société multiculturelle. Ils vont faire une société multiconflictuelle. Ils veulent nous faire une juxtaposition. Demain, ce sera les Français qui demanderont le droit d'asile sur le territoire français. C'est ça que pensent les gens. Beaucoup de gens, les plus conscients en tout cas, et donc c'est normal qu'il y ait une colère. Et Marine Le Pen, c'est quoi? C'est la traduction politique de la souffrance identitaire, pas plus que ça, mais c'est énorme. Et donc les gens vont protester dans les prochaines élections. Ceux qui sont lucides, ils vont crier, ils vont gueuler, ils vont hurler en disant ça suffit, cette classe politique usée jusqu'à la corde et qui ne cesse d'entretenir ses mensonges. Philippe de Villiers, l'invité d'LCI, Radio Classique. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le moment est venu de dire ce que j'ai vu, et c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Bon.